arrivants se mettent en place et s'installent. Donc je suis très contente de vous accueillir à nouveau pour ce Midi Minatech. Ce Midi Minatech aujourd'hui s'inscrit dans un cadre un peu particulier puisqu'il s'inscrit complètement dans la mission handicap du CEA. Et on a le plaisir d'accueillir Axel Kahn. Donc je reviendrai un petit peu sur son intervention. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je voudrais vous annoncer que dans une semaine, donc du 5 au 9 décembre, se tiendra le séminaire d'Autrep qui, cette année, va cibler un sujet particulier qui est l'énergie. Donc demain, l'énergie, il s'intitule comme ça. Et en fait, ce séminaire va être ouvert à tout public. Normalement, on s'inscrit et il y a un droit d'inscription. Mais le premier jour est ouvert à tous ceux qui veulent assister, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Bernard Bigot, Daniel Linco, donc Bernard Bigot, administrateur général du CEA, Yves Bréchet, haut commissaire du CEA également. Et puis, la matinée du vendredi 9 décembre sera également ouverte et on aura un Midi Minatech particulier à cette occasion. Ensuite, le prochain Midi Minatech, celui de la semaine prochaine, eh bien, il va concerner le véhicule autonome, challenge et opportunités, et on aura le plaisir d'accueillir Julien Motin, ingénieur-chercheur du LETI. Et aujourd'hui, donc, nous accueillons Axel Kahn. Je n'ai pas besoin de vous le présenter. Vous êtes là parce que vous le connaissez aussi très bien. Ceci dit, je voudrais quand même vous préciser que c'est un scientifique, un médecin, un essayiste, et il est également président de la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap. Et en particulier, son dernier livre, son dernier ouvrage concerne l'être humain pleinement. Et donc, aujourd'hui, il se propose de nous parler d'humanité, de handicap et technologie, entre préservation, réparation et dissolution. Monsieur Kahn, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur le directeur, chers collègues, l'humanité est inconcevable, dissociée de l'outil. Le premier humain, après tout, est Homo habilis, qui doit son nom à ce qu'il est également un Homo faber. Il a vécu il y a 2 200 000 ans. Depuis, l'outil, vu comme l'ensemble des moyens destinés à accroître le pouvoir, les possibilités de la main et en général du corps, se sont développés considérablement. De la première hache, du premier coup de poing pour marteler des noix ou que sais-je, aux machines-outils les plus performantes, de la première charrette aux véhicules les plus rapides, aux fusées, que sais-je. Très tôt, l'outil, en tant qu'il démultiplie les pouvoirs du corps, a été utilisé pour compenser les déficiences du corps. D'ailleurs, il n'y a qu'une différence de degré entre augmenter les pouvoirs du corps et en réparer les déficiences. Si on augmente le pouvoir de ces déficiences, eh ben, on rétablit une normalité. Et cela furent initialement les prothèses, les véhicules pour les personnes qui ne marchaient pas, les charrettes, les béquilles, tout ce que vous voulez. Au fil de l'évolution technologique, les outils sont devenus naturellement, et ici à Minatech, tout en témoigne, de plus en plus performants et de ce fait, de plus en plus impressionnants. Aujourd'hui, il ne viendrait pas à l'idée de quiconque d'essayer de rivaliser en ce qu'elle fait
avec l'efficacité de la plus moderne des machines-outils. Faire la même chose à main nue serait absurde. Cela étant dit, être intimidé par le pouvoir de la machine-outil avec laquelle on ne veut pas rivaliser n'attente guère à notre humanité. Les outils se sont également considérablement développés, et en particulier grâce aux travaux de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, tels que vous-mêmes, mesdames, messieurs, pour venir en aide aux personnes handicapées. Et aujourd'hui, l'éventail de ce que l'on peut faire afin de compenser les handicaps moteurs, sensitifs et certains handicaps neurologiques est absolument considérable. Je ne fais que l'énumérer parce que ces problématiques vous sont familières. Certaines d'entre elles sont même votre pain quotidien. Pour le handicap moteur, c'est évidemment, et je sais qu'il y a un projet d'exosquelette ici, c'est effectivement la possibilité de faire bouger les membres grâce à des exosquelettes qui, dans un premier temps, sont mus par l'inertie et puis, à terme, seront mus par des interfaces cerveau électroniques, c'est-à-dire mus par la volonté. En dehors des handicaps avec paralysie, de la même manière, les premières expériences ont commencé d'être faites, permettant d'asservir l'usage d'une prothèse à la volonté que l'on a de la mouvoir. Expérience chez les primates et de premiers essais sont pour bientôt. C'est que toute cette problématique, tout ce champ de l'interface entre ce que l'on sait en neurobiologie, l'augmentation des connaissances, l'augmentation considérable des différentes aires cérébrales, de leur rôle, et également la possibilité de capter les signaux qui sont émis, de les transformer en mouvement, permet d'espérer, pas aujourd'hui, mais à terme, des compensations qui s'approcheront progressivement de la perfection. Dans le même ordre d'idées, bien entendu, et je crois qu'il y a des équipes qui envisagent cela, qui travaillent sur ce domaine ici à Grenoble, il y a également tous les dispositifs photosensibles pour les malvoyants. Cela commence évidemment par des lunettes qui constituent le système photosensible et qui vont transmettre des signaux au niveau des nerfs optiques lorsqu'ils sont conservés, à des systèmes encore beaucoup plus élaborés qui seront carrément implantés dans l'œil, rétine artificielle, transmettant les signaux ainsi captés, soit en cas de préservation en nerfs optiques, soit directement au niveau des lobes occipitaux, dans d'autres formes de cécité. Dans le domaine de la compensation de la malentendance, les progrès sont réellement déjà là. On peut même, dans ce champ-là, concevoir, mais les cas en sont plus rares, ils existent, certaines formes de mutité motrice. On peut même concevoir l'implantation de systèmes de voix artificielles, transformant la volonté d'émettre des sons, d'associer des mots dans des phrases, en possibilité de l'émettre par l'intermédiaire de ces systèmes de voix artificielles. Par conséquent, les possibilités de compenser les handicaps moteurs et sensoriels sont vraiment enthousiasmantes. Les obstacles qui existent aujourd'hui restent encore, n'exagérons rien, techniques, mais pour l'essentiel, ils sont économiques.
si l'on parle en particulier de la malvoyance. Il y a 50 millions de malvoyants dans le monde. Certainement, on pourrait éviter certaines évolutions d'origine parasitaire vers la cécité. Il n'empêche que le coût de ces dispositifs pose la question de ce en quoi ils pourront être adaptés à une masse si considérable de personnes, notamment dans les pays qui n'ont pas du tout notre niveau de développement. Que faut-il en penser? Et simplement pour fixer les idées, imaginons un cas totalement outré. Voilà, sur un théâtre d'opération à Mossoul aujourd'hui, où les combats sont terribles, ruelle par ruelle, maison par maison, un soldat irakien ou un auxiliaire américain saute sur une mine. Les blessures sont épouvantables. Le blessé a perdu les 4 membres, il a perdu la vue, l'audition, et il a un grave traumatisme thoracique avec un traumatisme cardiaque. Imaginons que l'évolution que j'ai résumée il y a un instant se soit considérablement développée et que l'on puisse, ce soldat, lui implanter des prothèses extrêmement subtiles, émues exactement par la volonté. Il peut marcher, courir, il peut dessiner, écrire, il peut modeler. Il le peut d'autant plus que des dispositifs photosensibles, la rétine artificielle, permet de compenser totalement sa vue. On n'en est pas là, vous le savez. Mais est-ce que l'on arrivera là? Oui. Nous pensons que l'on arrivera à peu près là. Les conséquences du muscle cardiaque sur le muscle cardiaque du traumatisme thoracique obligent à l'implantation d'un cœur artificiel qui a fait des progrès et qui est maintenant parfaitement toléré et efficace à long terme. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile. On compense, on appareille son audition défectueuse. Bien entendu, selon les références de notre science-fiction, ce soldat est un cyborg. C'est un hybride, une mosaïque entre une personne et des machines. On a longuement vanté, ou au contraire, on a longuement dénoncé l'avènement de ces êtres merveilleux, puissants ou horrifiques que sont les cyborgs. En réalité, pour un médecin, pour un humaniste, c'est surtout un homme, une femme, dont l'humanité est préservée, qui, grâce à cet appareillage, a encore la possibilité de rêver, de vouloir, de réaliser, d'aimer, de créer. C'est-à-dire une humanité à qui l'on a permis de retrouver le maximum possible de son autonomie. Car enfin, où y aurait-il le plus d'humanité? Serait-ce dans ce qui persisterait de ce soldat aveugle, sourd et auquel il manque les 4 membres, éventuellement sous circulation extracorporelle quand son cœur défaille, ou dans ce cyborg que j'ai dit? Bien évidemment, c'est l'humanité de ce cyborg qui est la plus complète. Alors, est-ce que, ce faisant, j'évacue toutes les questions éthiques, toutes les problématiques? La réponse est non. Il y a dans le mot et la chose et la description de ce qu'est le transhumanisme une très importante ambiguïté. Il y a d'une part l'ensemble de ce qui va permettre à une personne handicapée d'être aidée grâce à la technologie à surmonter les entraves à l'exercice de sa liberté liées à son handicap.
Et je vous ai dit que je ne vois pas au titre de quel raisonnement je pourrais m'opposer à cela et ne pas considérer qu'il s'agit d'un progrès pour l'humanité, de ceux dont l'humanité est effectivement concernée par l'atteinte à leur autonomie, à leur capacité de réaliser ce qu'ils veulent entreprendre. Et puis, il y a un autre dessein qui consiste à utiliser, il faut bien dire, le même type de matériel, le même type de technique, et je vous parle avant tout des techniques de la microélectronique, de la robotique aujourd'hui, mais ce serait pareil si l'on réalisait des projets de même ordre avec des méthodes génétiques, à l'heure où l'on est capable, avec les systèmes extrêmement précis, d'éditer les génomes presque à volonté, CRISPR-Cas9 et les autres engins, les autres systèmes de même ordre, il y a la possibilité de se fixer pour but de créer des personnes, voire même génétiquement des lignages de personnes non point réparées, mais de personnes aux possibilités, dans tel ou tel domaine, augmentées. Un domaine sportif, guerrier, bien entendu, de manière un peu plus fantasmagorique aujourd'hui, au niveau intellectuel, par des systèmes réellement implantés. Les deux dessins doivent être considérés différemment, bien entendu, car la médecine, et en particulier la médecine qui va utiliser les ressources de la technologie, des différentes sciences biologiques, microélectroniques, numériques, cette médecine a un but qui est constant depuis tout temps. Ce but est de rétablir la meilleure égalité possible et de compenser les insuffisances, soit de nature, soit créées par les événements de la vie. Lorsqu'une personne malade est transformée en personne saine, on rétablit cette égalité. Lorsque la personne handicapée lourdement après un accident, après un combat, comme je l'ai décrit, retrouve la capacité de faire tout ce que j'ai dit, de la même manière, il est réparé. Et donc, il s'agit d'une mobilisation pour compenser les inégalités de nature ou secondaires aux accidents de la vie. Bien entendu, les desseins, ils sont anciens. Les desseins qui consistent à l'inverse, d'augmenter les inégalités de nature ou les inégalités personnelles, ont une toute autre signification. Au niveau génétique, ce serait le dessein de créer de nouveaux lignages, une nouvelle aristocratie, qui serait d'ailleurs conjointe, aristocratie d'argent, puisque rien de tout cela ne serait vraiment bon marché, et aristocratie du fait des pouvoirs augmentés qui leur seraient conférés. Et par conséquent, la critique de la finalité d'un tel dessein mérite d'être instruite. Je voudrais maintenant, toujours en fixant l'heure, j'ai promis de ne pas déborder d'une minute, je voudrais maintenant aborder un autre champ qui est complémentaire de cette robotique et de cette électronique et que vous développez ici aussi. C'est naturellement le champ, au sens large du terme, du numérique. Ce qui résulte aujourd'hui de l'ensemble des données en quantité, on va dire, pratiquement infinie, en croissance dont on ne voit pas ce qui peut la limiter, big data qui sont déversés sur des supports dont les travaux actuels permettent d'espérer qu'ils seront extrêmement durables, frôlant une certaine éternité. Les algorithmes qui permettent de prospecter cette immense quantité de données et
sur un raisonnement basé sur la compréhension des circuits neuronaux, le développement de l'intelligence artificielle, qui permet d'ores et déjà à ces dispositifs, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas associés à une robotique utilisant toutes les ressources de la microélectronique, qui leur permettent par conséquent, de manière autonome, sans que ce soit là le résultat d'une volonté humaine, d'accroître les données, d'affiner et de développer les algorithmes et d'améliorer les procédures. Ce champ-là est le champ de l'actualité. Vous autres, moins que la majorité des citoyens, vous êtes sans doute conscients de ce qu'il s'agit là d'un ensemble qui porte en germe un très profond bouleversement de notre société. Sans doute le bouleversement le plus important de tous ceux qu'a connu le monde humain depuis l'invention de l'écriture. En effet, les performances acquises par ces systèmes, qui jouent mieux aux échecs, aux jeux de Go, aux jeux de cartes, qui font mieux un diagnostic médical, qui clonent un gène bien plus efficacement que le plus brillant, le plus performant, le plus subtil des humains. Les performances de ces systèmes sont impressionnantes. Et par conséquent, elles peuvent sembler aussi intimidantes. Mais voyez donc, autant être intimidé par la puissance de la machine-outil, par la puissance de ces systèmes démultiplicateurs des pouvoirs du corps, ne revient pas à contester l'humanité, voire même, je vous l'ai dit, permet de la rétablir, de la préserver, de la sauver. En revanche, être intimidé par les performances d'une machine à penser a une autre signification. Et cette signification est, mais alors, où pourra bien se réfugier la spécificité de l'humanité? La question se pose. Dans mon métier, et là, ça n'est pas un pronostic, c'est une certitude. Certitude. Je sais que mon métier est la médecine, j'aurais pu parler de la recherche, mais d'ores et déjà, j'ai connu cette vexation quand moi j'ai commencé à cloner des gènes, jeune chercheur. Chercher un gène dans le génome, c'était comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Et donc c'était formidable. C'était le plus subtil, le plus intelligent, le plus rusé qui y arrivait. Le meilleur chercheur, quoi. Aujourd'hui, de toute façon, c'est absurde parce que la machine arrive parfaitement à trouver l'aiguille dans une meule de foin et cela en plus en 24 heures. Et donc, c'est le triomphe du massivement quantitatif sur la plus brillante des subtilités. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans énormément de domaines à ce niveau-là. Dans le domaine de la médecine, les systèmes d'imagerie par ultrasons qui permettent également de palper l'élasticité, la consistance des organes, si les freins économiques sont levés, remplaceront n'importe quelle palpation médicale. Aucun médecin, même expérimenté, ne peut faire mieux qu'une machine qui apprend en plus de son expérience. Et je suis absolument certain, et ce sera bien, car il n'y aura plus d'erreur de diagnostic, que des machines sont appelées demain à dire ce dont souffre la personne et à présenter les différentes stratégies, le pronostic, les thérapeutiques possibles en fonction de ce qui existe. Aujourd'hui, la chirurgie devient de plus en plus assistée par ordinateur. Il y a Clinatech ici à Grenoble qui le développe dans le domaine des neurosciences, de la neurochirurgie. La plupart des spécialistes pensent que dans quelques dizaines d'années, cette opération chirurgicale deviendra même autonome et que le chirurgien n'aura même plus à agir au niveau de l'ordinateur. Et donc, voilà. Dans un autre domaine qui est très bien illustré par Wikipédia, on voit ce que cela signifie, que cette puissance
du massivement quantitatif. Jadis, pour arriver à rédiger une encyclopédie, on demandait aux plus intelligents, aux plus performants, aux plus compétents de faire des articles de l'Encyclopædia Britannica. Puis on s'est rendu compte que personne n'est plus compétent que ces grands spécialistes, mais que si une plateforme participative permet de réunir la quantité infinitésimale de connaissances de millions et de millions de personnes, alors on peut faire beaucoup mieux que n'importe quel spécialiste incontesté. Et ça, c'est Wikipédia qui a ruiné totalement les encyclopédies de l'ancien temps. Aujourd'hui, pour généraliser, ce qui est mis en cause, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais président d'université, c'est-à-dire transmettre des connaissances et des compétences. Est-ce que, par ce système, ma foi, la possibilité d'aller chercher ces quantités minuscules de connaissances et de compétences, telles qu'elles sont massivement réparties dans la population, ne rendra pas largement inutile dans beaucoup de domaines le développement d'ICEL au niveau individuel. À un niveau très simple encore, très rudimentaire, les hôteliers seront remplacés par Airbnb et le sont, les chauffeurs de taxi par Uber et le sont, etc., etc. Et cela atteindra des domaines de plus en plus grands, bien entendu. Dans mon université, je formais des sociologues, notamment, pas simplement, des médecins, des mathématiciens, toutes les disciplines. Les sociologues, quand ils n'étaient pas enseignants ou chercheurs, arrivaient à se placer pour faire des enquêtes sur les motivations d'achat des clients ou motivations de vote dans le domaine politique. Aujourd'hui, avec les systèmes que j'ai dit, l'analyse prospective rend cela totalement inutile. Comme vous le savez, il n'y a plus de vie privée. Vous le savez bien. Et donc, comment fait-on? Je vais vous donner un exemple qui est réel. Dans le domaine des produits pour la grossesse, on a pris quelques milliers de femmes enceintes, car il n'y a pas non plus de secret médical, quelques milliers de femmes enceintes, et par l'analyse prospective, on a repéré et mis dans de larges banques de données la totalité de ce que font ces femmes pendant 6 mois de leur grossesse, un peu plus, 7 mois. À quelle heure elles se lèvent, à qui elles téléphonent, à qui elles envoient un message, quels sites elles consultent, qu'est-ce qu'elles s'achètent, qu'est-ce qu'elles cultivent dans leur jardin, tout ce que vous voulez, quel spectacle elles vont voir. De ça, on a tiré des algorithmes qui, appliqués à la population générale, sont capables de détecter 98, 95 à 100% des femmes enceintes, même quand elles ne le savent pas. Et cela est vrai dans tous les domaines. Alors on peut dire, c'est épouvantable, mais alors que nous restera-t-il? Là pourtant, il y a peut-être l'élément de l'espoir, l'élément de ce qui longtemps encore, peut-être toujours, nous appartiendra. 2 à 5% des femmes sont imprévisibles, irréductibles au plus subtil en ce domaine-là. Oui, parce que le reste, elles ne sont pas tellement imprévisibles, il ne faut pas exagérer. Moi non plus d'ailleurs. Mais est-ce qu'on ne le sait pas, ça? Chacun d'entre nous, dans l'immense majorité des cas, on fait toujours ce qu'on a toujours fait. On fait ce que les autres ont déjà fait, ce qu'ils nous ont appris. Est-ce que ça nous étonne que nous ne soyons originaux que dans 2 à 5% des cas? Non. On est certain de cela. Et si dans ces 2 à 5% d'originalité, irréductible aux algorithmes, il n'y avait pas, là où se loge, la possibilité de la fulgurance créative humaine? La jeune fille à la perle de Vermeer, l'intuition de la théorie de la relativité, l'air pour alto de Berlioz en Italie, s'il n'y avait pas cela. Et puis il y a un autre domaine. Je vous ai parlé de la jeune fille à la perle de Berlioz et d'Harold en Italie, de bien d'autres œuvres si vous voulez. C'est de l'art, de la créativité. Alors il y a beaucoup d'art qui pourrait être fait parfaitement par la machine. Sans doute 95% de la production commerciale. Mais il y a effectivement ce qui semble difficile. Et une des raisons pour lesquelles ça semble difficile, Picasso l'a énoncé. C'est-à-dire que Picasso a dit « l'art est sexué ou n'est pas ».
Or, la machine, elle reste profondément asexuée. Le psychisme humain, qui va intervenir dans l'intuition, qui va intervenir dans l'émotion, dans l'art, il est fait d'un dialogue constant entre un corps dont on sent les moiteurs, dont on sent les turgescences, et un esprit. C'est ça qui fait un psychisme humain. Et c'est ça qui intervient avec cette imprévisibilité de cet espace de fulgurance créatrice. Et ça nous reste propre. On peut naturellement introduire dans la machine des stéréotypes de genre et de sexe. Mais de là à faire jouir la machine, c'est compliqué. C'est difficile. Par conséquent, c'est formidable. Le monde qui nous attend est extraordinaire. Le monde qui nous attend, il est au créateur, à la création et à l'émotion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kahn, pour ce message d'espoir. Bien, la présentation est ouverte à vos questions. Oui, j'arrive. Merci. Bonjour. Oui, j'aurais juste un commentaire et question en même temps. Vous avez commencé à présenter le handicap en termes finalement de homo habilis, homo faber, en vous appuyant beaucoup sur finalement la technologie, en disant que pour pallier finalement le handicap, on pouvait accéder à la technologie et que c'était le salut finalement. La question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que le handicap, il y a une forme de salut dans l'individu, dans sa capacité finalement à accepter son handicap? Parce qu'en fait, finalement, quelle est la définition du handicap? Est-ce que ce n'est pas plutôt un écart à la normale? C'est-à-dire qu'en fait, on a une population humaine, et si aujourd'hui, tous les gens autour de nous n'avaient pas de jambes et de bras, finalement, avoir des bras et des jambes, ça serait paradoxalement un handicap. Et donc, c'est cet écart à la normale qui fait que on devient handicapé. C'est pas forcément le salut et pas forcément dans la technologie, mais dans le fait d'accepter cette anormalité. Et donc, vous parliez de la créativité qui, justement, est issue d'une anormalité aussi. Est-ce que c'est pas là la clé de la créativité, c'est-à-dire dans le fait que... je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... Je vais vous répondre très simplement. Il se trouve que personne n'est parfait, je suis valide. Je dansais comme un tonneau, mais jamais dansé. J'aimais étreindre, j'aimais aimer, j'aime toujours aimer en l'occurrence. Imaginons que mes jambes ne me permettent pas de danser, que mes bras ne me permettent pas d'étreindre et que je sois extrêmement handicapé. Je pourrais, vous avez raison, arriver à trouver en moi-même un dépassement de mes limitations pour épanouir dans cette humanité qui m'est propre une vie dans l'émotion, la créativité autre. Cela étant dit, il n'est pas non plus illégitime que je désire à nouveau pouvoir marcher, danser et étreindre. Et par conséquent, les efforts pour le permettre sont des efforts légitimes. C'est tout ce que j'ai dit. Se plaçant du côté de l'homme augmenté simplement dans un premier temps, est-ce qu'il y aurait quand même une notion d'intentionnalité et de finalité de ce qu'on voudrait pour cet homme qu'on a montré au point de vue médical ou pour d'autres raisons, d'une part? Et puis, il y aurait aussi un problème d'éthique au niveau de ses capacités, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin de bridage, parce qu'on peut imaginer que même du point de vue médical, cet homme ou cette femme-là, d'un seul coup, au point de vue cérébral, il y a quelque chose même une bouffée délirante se passe, et que dans ce cas-là, au point de vue de ses capacités, il y a une capacité de nuisance énorme. Ensuite, se plaçant du côté de l'autre versant, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que d'un seul coup, il y aurait une intelligence artificielle, un cyborg, un être qui sera presque complètement ou totalement biologique, et qu'ensuite, en rejetant, pour certains,
la théologie d'un côté en disant qu'il n'y aura pas d'inscription ou d'incarnation de conscience dans cet être-là, il y aurait une émergence. Alors là, ça changerait toutes les données. Alors, pour la deuxième question, pour l'instant, je suis en train de parler de ce qui existe, c'est-à-dire que les êtres qui sont les systèmes, les dispositifs qui vont associer big data, algorithmes, intelligence artificielle, microélectronique et robotique, ils ne sont pas de chair. Profondément, ils ne sont pas de chair. L'émergence, la sensibilité à une transcendance ou alors l'immanence de cette conscience sont tout simplement des hypothèses qui n'appartiennent pas au champ de la rationalité que je n'ai pas quitté. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai tenu à rester dans le champ de cette rationalité. Pour rester là, je ne vous ai pas parlé, en parlant de spécificité, de morale. J'aurais pu vous dire que, par essence, cette machine, telle que j'ai dit, associant tous ces dispositifs, ne pouvait pas développer une autre caractéristique humaine qui est la morale. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'imagine, par exemple, un dispositif artificiel de cet ordre-là, intelligence artificielle, robot, etc., tel que ces machines peuvent apprendre les unes des autres, et ça on le sait, et il y a des résultats récents qui en témoignent. Elles apprennent les unes des autres. Il y a un système de sélection pour les machines dont la performance est la plus développée. C'est simple à imaginer, c'est comme ça que se passe la sélection naturelle. Et par conséquent, on a un système, une communauté de machines qui peuvent échanger, apprendre les unes des autres, et celles qui savent le plus sont sélectionnées par rapport aux autres. Alors, s'il y a une certaine variabilité, et il y a toujours d'un point de vue technologique, celles des machines qui développeront la meilleure aptitude à interagir avec l'autre machine, presque un sens d'altérité artificielle, seront sélectionnées. Et elles seront sélectionnées pour leur performance, mais également pour cette qualité d'altérité qui a une connotation morale. C'est-à-dire que l'on peut imaginer l'émergence d'une sorte de morale dans des communautés de machines de cet ordre. En revanche, une jouissance esthétique ou physique ou autre chez la machine qui ressemble à ce que l'on sait est aujourd'hui beaucoup plus difficile réellement à imaginer, en dehors de cet artifice qui va consister à calquer ce qu'un homme, une femme en savent sur la machine, qui ne le ressentira pas vraiment pour des raisons que l'on peut imaginer. Pour ce qui est de la première question, l'homme augmenté. Il y a trois éléments. Premièrement, si je fais un homme augmenté pour être plus fort pour l'équipe d'haltérophilie de mon pays, meilleur au basket, plus grand, plus rapide, etc., etc. L'injonction kantienne fait en sorte de considérer l'humanité en ta personne comme en la personne de tout autre, jamais uniquement comme un moyen, mais toujours également comme une fin. Cette injonction est battue en brèche, car je crée un être comme le moyen d'être un joueur de football, comme un moyen d'être un haltérophile, comme un moyen d'être un joueur de basket, indépendamment de la finalité qu'il a pour lui-même. Et donc, une analyse éthique, classique, extrêmement classique, récuse totalement cet objectif. Deuxième aspect, si la modification est biologique. Voilà, je veux faire des êtres qui sont mieux adaptés à un monde où l'on peut s'infecter par l'agent, le microbe de la peste, par tel ou tel parasite, par le virus du sida ou du chikungunya, etc. Donc, je fais des modifications biologiques, germinales, avec mon système CRISPR-Cas9, de telle sorte que ces personnes soient résistantes. Sauf que je vous rappelle quelque chose d'important. C'est que l'évolution a créé un être sans aucune téléologie. L'évolution ne sait pas ce que doit être l'être parce que l'évolution ne sait pas ce que sera l'environnement. Et que l'homme qui ne sait pas non plus ce que sera l'environnement demain se mette à créer des êtres pour s'adapter à un environnement qu'il ne connaît pas,
C'est évidemment absurde. C'est profondément absurde. Troisièmement, moi je suis d'accord avec l'objectif d'augmenter l'humanité. Voilà. Je m'en fixe l'objet. Et c'est, d'une certaine manière, le combat d'une vie. Mais pour augmenter l'humanité, des 6 milliards 422 millions de terriens qu'il y a aujourd'hui, je sais bien ce qu'il faudrait. Il faudrait augmenter le niveau d'éducation de tous, le niveau d'hygiène de tous, la libération des femmes partout qui jouent un rôle si important dans l'éducation. C'est ça qu'il faudrait, et non pas créer quelques lignages améliorés. Merci beaucoup pour votre conférence. Je suis là. Je ne sais pas où vous êtes. Je suis là. Ça y est, je Voilà. l'ai vu. J'ai une question très très prosaïque peut-être, mais néanmoins que j'aimerais poser ici. Vous avez évoqué le fait que uniquement 2 à 5% des femmes donc sont dans le cadre de sont incapables. On est incapable de dire si elles sont enceintes ou pas. Ah, c'est pas qu'elles sont incapables. Les algorithmes ne les détectent pas. Ne les détectent pas. Donc il y a, mettons, 2 à 5% de l'humanité qui n'est pas détectable par la machine. Mais nous sommes effectivement 7 milliards sur cette Terre. Donc ça veut dire que finalement, ça constitue une très faible quantité d'hommes et de femmes. Et dans ce cas-là, si l'ensemble des autres travaux, des autres capacités de manipulation ou je ne sais quoi sur l'humanité dans sa globalité est possible par ce big data, par cette intelligence artificielle, comment on gère socialement ça? Parce que c'est quand même pas anodin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'uniquement 2 à 5% de la population va permettre de continuer l'évolution. Est-ce à dire que ce sont les seuls qui auront un travail, etc. Voilà, c'est une question très prosaïque. Voilà. Votre question témoigne, madame, de ce que vous avez mal compris ce qu'était mon message. Mon message n'était pas qu'il y avait dans la population un lot particulier, individuel, de 2 à 5% des femmes qui... Cela voulait dire que dans 2 à 5% de nos comportements, nous étions imprévisibles. Et que chacun d'entre nous, dans 2 à 5% de nos comportements, nous pouvons être imprévisibles. Très bien. Oui, je suis là. Là. Là, au milieu. Ah. Levez-vous, comme ça, il vous verra. Là. Ah, je vous ai vu. Vous avez une barbe, c'est vous, hein? Oui, je voudrais avoir votre avis sur 2 questions. Vous faisiez mention de ce courant transhumaniste qui fait beaucoup appel à ce genre de technologie. Et quand on sait que le mouvement transhumaniste, il est essentiellement supporté par des entreprises comme Google, Amazon, Facebook, Apple, on peut quand même se demander quel but ils poursuivent et quels moyens d'action on va avoir pour contrôler où les choses vont aller. Et le deuxième point sur lequel je voudrais avoir votre avis, c'est que toujours dans ce mouvement transhumaniste, où soyons clairs, c'est des gens qui détestent le corps biologique et dont l'intérêt est effectivement de nous en affranchir. Actuellement, il y a des progrès depuis une dizaine d'années qui portent sur l'ectogénèse, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à un utérus artificiel qui fasse que l'humanité se libère enfin des souffrances dans lesquelles elle commence. Et là, ça pose problème. Et comment est-ce qu'on fait pour, nous, citoyens de base, donner un avis là-dessus, en disant on veut ou on ne veut pas? Parce que j'ai bien peur quand même qu'avec les acteurs qui sont actuellement de faire tout cela, notre avis, ils ne nous le demandent pas vraiment, et que ce soit la techno qui s'impose à nos sociétés et pas nos sociétés qui réfléchissent à quelle techno ils veulent voir développer pour savoir dans quel sens elles veulent se rendre. Alors, vous avez raison de marquer combien la puissance de ces intervenants majeurs dans le domaine du dessin transhumaniste est considérable. Je vais vous rappeler 2 épisodes récents qui sont stupéfiants, qui concernent tous les 2 Google. Enfin, le premier Google, le deuxième, je ne sais pas. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques mois de cela, une dame téléphone à la police, à la gendarmerie, en disant « Mon mari n'est pas rentré ». Alors, bon, on regarde un peu, et puis on ne voit rien d'anormal, et la maréchaussée dit à la dame « Vous savez, madame, ça arrive, ces choses-là ». Et voilà, elle ne met pas en marche une recherche trop importante. Mais la femme, on ne sait pas pourquoi, elle a totalement confiance dans son époux, elle dit « C'est pas possible ».
Donc, elle fait faire des battues et puis elle ne sait rien. Elle demande à Orange avec le téléphone portable, elle ne sait rien. Et je ne sais pas comment elle arrive avec l'ensemble de ce dont dispose Google aux États-Unis. C'est en France que ça se passe. Et en 2 heures, Google a localisé la personne qui a eu un accident et qui est dans un fossé. En 2 heures. Aujourd'hui, si Google le veut, il a la capacité de se focaliser sur l'immense majorité des gens. Et ce que sait Google de chacun d'entre nous est effectivement, s'il veut l'utiliser, les moyens d'une forme de totalitarisme. Et on n'y peut rien. C'est comme ça. Il faut le savoir quand même. Mais on n'y peut rien. Un autre très bel exemple de ce qu'apportent les méthodes de l'analyse prospective, il ne vous a pas échappé que selon toute évidence, François Fillon sera le prochain candidat du centre et de la droite à l'élection présidentielle. Et qu'il y a encore 4 semaines de cela, quiconque eût affirmé cela, il était le seul à y croire, quiconque eût affirmé cela aurait rencontré une incrédulité générale. Eh bien, tout à fait par hasard, j'ai vu qu'un site qui n'utilisait pas les sondages du tout, mais uniquement qui scannait les réseaux sociaux pour savoir ce que pensaient les gens, avait prédit que François Fillon gagnerait la primaire, alors qu'il était à 10-12% des intentions de vote dans les sondages. Donc le monde réel qui existe, qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est naturellement celui-là. Les dessins sont doubles. Ils sont commerciaux et idéologiques. Commerciaux. À partir du moment où vous savez ce que chaque personne ne sait pas encore qu'elle va vouloir faire, vous le savez avant elle. Vendre cette information à tous les commerçants du monde, tous ceux qui ont quelque chose à vendre, crée un pouvoir gigantesque, immense. C'est une source de fortune totalement incroyable. C'est également une chose de pouvoir, car il n'y a pas de pouvoir supérieur à celui que confère le fait de savoir tant d'une personne qui ne sait pas qu'on le sait sur elle. Et c'est le cas, à l'heure actuelle, de ces systèmes. Évidemment, quand ces systèmes se mettent à travailler sur l'immortalité, même s'ils n'y arrivent pas, vendre n'importe quel produit en prétendant qu'on va aller vers l'immortalité, vers la mort de la mort, comme dirait Laurent Alexandre, c'est potentiellement source d'un profit considérable. Et puis, il y a un élément qui est idéologique. Google, comme vous le savez, a aujourd'hui à la tête de ses projets Kurzweil, je crois que c'est son nom, je l'écorche peut-être, qui est l'ancien leader du mouvement transhumaniste américain, qui est un ingénieur de très bonne qualité, informaticien, etc. C'est-à-dire qu'il y a chez Google, et sans doute chez d'autres également, une vraie conversion au dessin et à l'idéologie transhumaniste. Et quand je dis transhumaniste, c'est d'amélioration de l'homme. Moi, je me rappelle, ça fait quelques années, j'avais eu à faire tirer à chaud les conséquences d'un grand colloque qui s'était déroulé sur le domaine de l'éthique et du génome. Et celui qui avait fait la conclusion était Jim Watson. James Watson, je me le rappelle, avait parlé à peu près ainsi. Il avait dit, écoutez, mesdames et messieurs, donc le prix Nobel, James Watson, la double hélice, mesdames et messieurs, j'ai entendu dans beaucoup de présentations que l'on parlait des droits de l'homme. Moi, ça m'a étonné, parce que qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? Et d'abord, pourquoi on parlerait des droits de l'homme et pas du petit poussin, et pas du ver de terre, et pas de la mouche? Non, l'homme est un être vivant, comme elle, comme les mouches, comme les autres bêtes. L'homme a des besoins. Il n'a pas de droit. Il a un devoir néanmoins, grâce à sa possibilité intellectuelle.
Son devoir est de s'arroger les pouvoirs que jadis les religions, la crédulité, les superstitions conféraient à la divinité, à Dieu. Il a à devenir, s'il le peut, autant que faire se peut, et de manière démiurge, il a à prendre en main sa propre recréation, sa propre transformation. Voilà ce qu'est le dessin transhumaniste qui, il y a 15 à 20 ans de cela, était superbement présenté, sans scier, par un des plus grands esprits du monde, qui est un prix Nobel pour la découverte de la double hélice. On pourrait en rigoler, et tout le monde a le droit d'avoir n'importe quelle opinion. Mais le moment à partir duquel les outils qui se développent, c'est tout ce dont j'ai parlé, plus CRISPR-Cas9, le moment à partir duquel il y a ces majeurs comme Google, comme Facebook, qui ont cette puissance d'ores et déjà, le moment à partir duquel Google investit plus de 10 milliards de dollars dans ce projet, permet de ne plus du tout prendre comme une douce lubie ce projet, en effet. Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important, cette idéologie-là, et les moyens qui sont mobilisés à son service. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à remercier à nouveau Axel Kahn. Merci beaucoup. Je suis sûre que vous avez encore des tas de questions à lui poser. Bon, on est obligé d'arrêter là, mais je vous invite à venir le rencontrer également pour une discussion. Je voudrais juste vous annoncer qu'aujourd'hui, les sandwichs qu'on a l'habitude de vous proposer pour les Midi Minatek sont à prendre